VF. Moi, à mon niveau, je m'en fous, je vais pas vous lancer un couteau parce que vous avez dit doubleur, même si c'est pas le vrai terme. Mais il y en a qui n'aiment pas et qui peuvent s'en offusquer, en effet. Mais voilà, toi, Grégo. Non, pareil, moi ça me dérange absolument pas. Après, ceux qui s'en offusquent, hein, pour situer, c'est que fut une époque où les comédiens de doublage étaient vraiment pas reconnus à leur juste valeur. Et ouais, c'était super réducteur. Oui, l'idée c'était d'insister sur le fait qu'avant d'être une voix, d'être doubleur, vous êtes des comédiens. Exactement, c'est ça. Donc, Rémi, je te laisse commencer pour te présenter un petit peu, présenter notamment ton parcours, tes voix. Enfin, j'aiguillerai un peu ces... D'accord. Eh bien, je m'appelle Rémi Buton. Moi, je fais partie de la fournée des bébés doublages, on va dire. Ça fait pas très longtemps que j'en fais. Ça fait 5 ans. J'ai eu la chance de bosser sur pas mal d'animés, de jeux vidéo. Donc, vous pouvez voir sur le super visuel de la Japan Châteauroux que j'ai pu faire Subaru Natsuki. Mais alors, il y a eu un redoublage d'une nouvelle VF de ReZero, parce que c'est pas moi normalement. Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, Perceval, Moxie de Hellovaboss. J'ai fait du IQ aussi, Takeda dans IQ, Tokimetsu dans Bolok, Yuki Soma dans Fruits Basket, et plein d'autres que j'oublie certainement. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. J'avais pas la place de tout mettre. Ouais, non, mais même moi j'ai regardé avant de monter sur scène parce que j'oublie tout. Je sais même plus ce que j'ai fait des fois. Grégory? Et donc moi, Grégory Lorigab, donc pareil, hein, je fais partie de la même fournée que Rémi, je suis venu un peu plus tard dans le métier, 3 ans qu'aujourd'hui j'exerce. Et pareil, vous pouvez voir un petit peu les personnages qui ont fait que je suis passé à une étape autre dans ma carrière. Donc pour le plus connu, Miles Morales dans Marvel Spider-Man 2, Spider-Punk dans Into the Spider-Verse, Mauga dans Overwatch 2. Et puis j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait York Fondar dans The Acolyte, Star Wars. J'ai fait quoi d'autre? Gravik dans Secret Invasion, qui est un méchant Marvel. Et puis plein d'autres personnages. Dans My Hero Academia, j'ai fait des petits personnages un petit peu à droite à gauche, mais c'était cool à faire aussi. Gobukichi dans Ring Monster, qui n'est pas trop connu, mais qui était cool à faire. Donc un animé qu'on a partagé aussi quelques scènes avec Rémi. J'ai essayé de regarder Ring Monster pour trouver un moment où vos deux personnages se donnent la réplique. Rémi dit un mot, et après toi t'enchaînes avec un monologue. Voilà, c'est ça. C'est à peu près tout. Je sais même pas à quoi il ressemble ton perso. Mais j'en ai fait, j'ai fait Gobukichi. Et puis j'ai fait l'autre qui est dans la même bande que la tienne. D'accord, ok. Qui a les cheveux longs, un peu tout apeuré. Voilà. Ouais, voilà. J'ai pas réussi à trouver un moment où vous donnez vraiment la réplique. C'est un peu dommage, mais on verra notamment demain pour parler un petit peu davantage de ça et de se donner la réplique. Alors vous avez déjà un peu répondu à la question. Vous ne faites pas partie en fait de ces comédiens de doublage qui ont commencé très jeunes par des voix, d'ambiance et ce genre de choses et qui ont grandi petit à petit dans le doublage. Donc en fait ça fait 5 ans pour Rémi et toi 3 ans. 3 ans. En plus avec une voix pareille. Alors, petite question, quel est le rôle dont vous parle le plus? C'est une très bonne question. Le rôle dont on me parle le plus, je pense que c'est en jeu vidéo. Pourtant c'est un jeu assez récent. Enfin oui c'est un jeu assez récent. C'est Overwatch. Je fais un personnage qui s'appelle Vital dans Overwatch pour les joueurs Overwatch. Donc ça doit être celui-ci qu'on me ressort très souvent. Après, ouais, si pas mal Moxie et Hellovaboss parce qu'il y a une grosse communauté Hellovaboss quand même. J'en fais partie. Ah ouais? Ah bah super. Voilà. Asvinotel et Hellovaboss. Ah bah à regarder voilà. absolument. Pas pour les enfants. Pour les grands enfants. Donc ouais, je dirais Moxie et Vital de Overwatch. Ok. Et toi Grégory? Moi c'est Miles Morales. Ouais. En plus c'est assez récent. Exactement. Ouais. Mais tu l'as fait quand il apparaît un petit peu dans le premier, non? Dans le premier, alors c'était un autre comédien. C'était un autre comédien. Et c'était un DLC, mais le second jeu Miles Morales qui est sorti, là pareil, c'était toujours Elias qui le faisait.
Et puis j'ai repris le flambeau à partir de Spider-Man 2. Oui, à partir du moment où il grandit un peu en fait. Exactement, et puis après il y a eu toute une organisation interne qui a fait que j'ai été décasé sur le rôle. Ok. Alors j'ai demandé celui dont on parle le plus, mais vous, quelle est votre voix préférée? Votre personnage préféré? Ah, c'est dur. Enfin, moi personnellement c'est dur parce que finalement avec chaque personnage tu as une expérience complètement différente parce que les rôles diffèrent. Faire un méchant, de faire un héros, c'est pas du tout la même énergie, la même interprétation. Et puis même en tant que comédien, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve. Miles, je veux dire, ça a été un peu la bascule pour moi dans ma carrière, qui a fait que là j'ai vraiment senti que je suis passé à autre chose. Mais sinon, c'est vrai qu'il y en a plein qui ne vont pas vous parler, pourtant qui m'ont marqué aussi personnellement. Oui, dès que tu as particulièrement apprécié faire, par exemple. Dès que tu as beaucoup aimé faire. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je dirais, alors c'est toujours plus marrant de jouer les enfoirés, les salauds. C'est toujours plus drôle que les beaux gosses. Mais quand même, il y a des personnes qui sont très attachants. Perceval, je l'adore parce qu'il est débile. Et ça, j'adore ça. C'est très drôle à jouer. Il est vraiment... Il est toujours à fond, il dit n'importe quoi, il est toujours trop fan de Natien. Il y a des phases dans les 4 Chevaliers de l'Apocalypse où en fait l'animation est différente et le personnage est très souvent en mode chibi et il parle avec une voix ridicule et ça, j'adore, je suis fan de ce perso pour ça. Donc ouais, lui je m'amuse pas mal à le doubler. C'est un petit chouchou. Alors on l'entendait avec Perceval, tu modifies un petit peu ta voix. En général, c'est plutôt ta voix que tu utilises ou vraiment tu essaies de la modifier J'utilise rarement ma voix. Perceval, déjà, il est jeune, il parle comme ça, mais quand il a des fausses chimies, il pète un plomb, il devient un peu... je sais pas s'il prend de la drogue, mais on va dire, je module ma voix souvent. Pas forcément dans des extrêmes, mais en tout cas je la rajeunis, je double beaucoup de petits garçons ou d'adolescents et plus rarement des adultes. Oui. Alors sachant que quand on avait échangé par WhatsApp, j'avais trouvé effectivement que ta voix était vachement plus grave que dans les extraits que j'avais eu l'occasion de prélever, effectivement, donc tu as tendance à la mettre plus aiguë parce qu'ils sont plus jeunes finalement. Ouais, c'est ça. Et Grégory, toi tu l'as modifié un petit peu? Je la modifie beaucoup. Sur des rôles que je campe, ouais, ça. Alors, entre un Mauga que je fais et puis un Miles Morales, le gap il est énorme. Oui, Miles a une voix beaucoup plus enfantine et Moga c'est vraiment la grosse voix. Il faut la remplir. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où la voix est plus difficile à interpréter et d'autres où c'est plus facile? Est-ce que quand ils sont plus fous, tu disais que tu t'amuses plus, mais est-ce que c'est plus simple, plus difficile? Ça dépend. En fait, il y a un truc il faut être très attentif à ça, c'est que des fois, on arrive sur un nouveau programme, on nous attribue un nouveau personnage, et des fois on se dit ah tiens, je vais lui faire cette voix-là, et le directeur ou la directrice artistique va valider cette voix. Mais en fait, le personnage, on ne sait pas au début forcément s'il est très conséquent ou s'il apparaît de manière brève. Et des fois, on se dit waouh, j'ai choisi une voix qui est hyper dure à garder, sauf que le personnage, il parle, et t'es là, t'es en mode genre, oh waouh, j'aurais jamais dû lui donner cette voix. Mais ouais, donc ça c'est un truc, c'est un détail, il faut faire attention. Mais ça dépend, des fois il y a des... En fait c'est plus... j'ai envie de dire oui, évidemment la voix est importante, mais c'est plus l'énergie du personnage. Et c'est en mettant dans son énergie que tu vas réussir à... Tu vas peut-être pas forcément penser à une voix d'office pour ce personnage, mais tu vas dire ok, son énergie c'est plutôt comme ça, et naturellement, sans intellectualiser trop, tu as une voix qui vient naturelle et qui va être proche de celle de la VO et de l'énergie du personnage, et du coup tu n'as même pas le temps d'y réfléchir, de se dire tiens je vais lui donner une voix nasillarde ou une grosse voix, un truc comme ça. Donc ouais, pour moi c'est surtout l'énergie du personnage qui est importante. Je rejoins totalement Rémi. Alors particulièrement pour le doublage de jeux vidéo, quand on est en personnage principal, on passe beaucoup de temps avec le personnage et c'est vrai qu'il c'est déterminant de trouver la bonne énergie et puis de tenir le personnage tout le long. Et c'est là que les directeurs artistiques font vraiment un travail important parce qu'ils nous permettent justement de toujours rester dans le bon sillage pour ça. Miles par exemple,
il faut savoir l'interpréter autant quand il parle normalement que quand il crie, parce qu'il crie beaucoup. Quand il y a des combats, il faut savoir les assumer. Il faut vraiment qu'on ne sente pas qu'il y ait de différence entre toutes ces émotions, toutes ces situations à jouer. Et je crois que c'est un peu ça le défi. Et puis ça rejoint ce que disait Rémi donc, en termes d'énergie. Oui, donc d'abord trouver la bonne voie et surtout être sûr de la tenir. Et tu parlais de la VO. Est-ce que vous écoutez systématiquement la VO et vous vous en inspirez, ou des fois vous vous dites ouais, moi j'aurais plutôt fait différemment, et vous vous éloignez vraiment de la VO Le but c'est quand même de reproduire quelque chose d'assez similaire, mais en français. Donc en principe on s'en éloigne pas quand même, on essaie de faire quelque chose de très proche pour pas que quand on switch VO-VF, parce que voilà, enfin un minimum en tout cas. Mais des fois ça arrive qu'on soit casté sur des personnages ou des acteurs et on se dit waouh, la voix c'est pas. Enfin, vocalement, bon, des fois il y a des miscasts, ça peut arriver d'être mal casté sur des personnages qui ne nous correspondent pas, tant au niveau de l'énergie que du grain. Mais ouais, je pense que. C'était quoi ta question déjà, j'ai oublié. Si vous écoutez systématiquement la VO, oui, et ouais, si des fois vous vous en éloignez parce que vous pensez voilà, que votre interprétation pourrait matcher avec le personnage, même si ça s'éloigne. On prend des petites libertés des fois, mais sans dénaturer le travail du comédien en VO, mais on peut apporter une petite touche des fois de fantaisie qu'il n'y a pas, et tout dépend du produit, si c'est de l'animation, si c'est du live, des séries, des films, ça dépend. Mais ouais, on essaie de respecter le maximum et pas trop faire un truc aux antipodes non plus. J'aurais une question par rapport à ça. Tu parlais du fait qu'il pouvait arriver qu'on soit mal casté. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Je veux dire, on s'en rend compte pendant le doublage. Du coup, est-ce que c'est foutu du coup? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ou pas? Je sais que, alors ça m'est très peu arrivé, perso je sais pas toi Grégo. Si ça t'est déjà d'être miscast? Ouais. Non, ça va. Franchement, en général, ça m'est déjà arrivé, mais sur des petits trucs, franchement, des guests dans des épisodes, dans des séries ou quoi. Et là où tu t'enregistres, tu regardes la VO et après c'est à ton tour d'enregistrer et tu fais. C'est clairement pas pour moi. Mais c'est trop tard, tu dois le faire. Donc ça passe avec difficulté. Parce que des fois c'est une personne qui t'a jamais fait travailler, qui te connaît pas, elle se dit tiens, je vais essayer là-dessus de le mettre et finalement ça marche pas. Ou alors ça peut arriver des fois, mais c'est rare, que ça marche vraiment pas et qu'il réenregistre avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Ouais, alors oui, je sais qu'il y a eu. Alors je bossais avec une DA qui avait, entre guillemets, j'exagère, je recyclerai, mais elle avait un peu plus peur. Parce qu'en fait, elle m'avait mis sur un personnage de base. Le personnage, il était au téléphone. Et c'était le fils d'une protagoniste. C'est la série Will Trent, je sais pas si on a qui. Ils étaient dessus? Ils étaient dessus aussi? Je faisais une crevette, enfin un petit garçon. Ok, mais moi je faisais le fils de l'héroïne. D'accord. Et au téléphone, voilà, vous voyez pas quoi. Et en fait, la DA m'appelle, elle me dit Greg, je suis désolé. Alors c'est parce qu'elle voyait mes grandes épaules et tout mon corps par rapport au personnage en fait qui apparaissait à l'écran. Ce qui était cool en fait à cette période, j'ai enregistré donc Miles. Donc j'étais vraiment exercé à faire une voix plus jeune, une voix d'ado. Donc du coup après le personnage j'ai pu l'interpréter nickel, mais elle a quand même flippé quoi, à se dire est-ce que justement j'ai pas fait un miscast? Oui, quand elle t'a vu débarquer, elle s'est dit il va avoir une voix trop grave pour le. Exactement. Mais en fait après ça s'est super bien passé. Je l'ai suivi sur 2 saisons. Comme quoi le physique ne fait pas la voix. Exactement. C'est sûr. Mais alors j'entendais là, vous étiez surpris, vous avez tourné sur la même série en fait, alors pas en même temps, mais est-ce que ça arrive souvent justement que vous soyez tellement les uns après les autres que vous découvrez au moment que en fait, oh tiens, il y avait mon pote? Ouais, tout le temps. Vraiment tout le temps. Avec Grégo, on n'a jamais enregistré ensemble par exemple. Jamais. Sur des mêmes produits peut-être, mais pas ensemble en tout cas. On l'a fait peut-être une fois, mais c'était il y a 1 an je crois. Ouais, peut-être. C'était un plateau avec Marina. Ouais, mais ça peut être la seule fois. C'était vraiment la seule fois. Sinon, jamais. Ouais. Parce que je sais qu'après le Covid, et même encore maintenant, il y a eu quand même beaucoup de doublages qui se sont faits chacun dans son coin. Est-ce que ça revient quand même? Parce que, de l'image que j'en donne, je pense que c'est plus facile, c'est plus vivant de donner la réplique à quelqu'un qui est en face. Bah ouais, c'est toujours mieux, on se nourrit mieux on a moins l'impression de parler dans le vide déjà,
Et puis, ça c'est revenu quand même depuis le Covid, mais je pense qu'il y a quand même une habitude qui est restée d'enregistrer plus ou moins seul, et ça dépend aussi de la disponibilité de chacun, des plannings en fait, c'est des Tetris de planning, et il suffit que des fois en principe, quand les personnages sont dans une même scène et qu'ils se répondent, et si les deux comédiens sont dispo en même temps, le directeur artistique va se débrouiller pour qu'on enregistre ensemble, ce qui est mieux. Mais après, juste pour des raisons de planning, tout simplement, ça ne matche pas. Et on enregistre ce qu'on appelle en track, c'est-à-dire tout seul, et on répond à personne. Ça doit être des gros moments de solitude par moment, surtout quand c'est très énergique à crier et en fait il n'y a personne en face. Mais, ouais. Mais c'est vrai que quand on a le comédien ou la comédienne qui est avec nous, ben c'est vraiment comme si on faisait un dialogue en fait ensemble, où on était ensemble dans les situations qu'on double. Dernièrement, on a fait, je sais pas si vous connaissez Real Pain, qui est sorti, qui est au cinéma en ce moment. Donc je fais le personnage d'Éloge. Et ben là, par exemple, c'est Jean-Philippe Martin qui a dirigé le film. La voix de Woody dans Toy Story, pour ceux qui s'entendent. Tom Cruise aussi. Et ben il nous a mis avec Donald Brignoux et puis Alexis Thomasian, on était les trois à faire nos personnages, parce que ben, dans plein de scènes, on se donnait la réplique. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est vraiment que l'énergie que tu as là, on est entre potes, quoi, on rigole et tout. Mais tu peux aussi comment dire, enfin c'est un atout pour les scènes que tu vas jouer aussi en doublant, quoi. Donc c'est vrai que c'est mieux que quand on est en track tout seul, comme a dit Rémi, et puis c'est pas pareil, tu t'assumes, tu le fais, hein, mais est-ce que tu es appris à le faire, c'est toujours plus cool. C'est moins fun. C'est moins fun. Ouais, vous vous nourrissez les uns les autres finalement avec l'énergie, comme si c'était des comédiens sur une scène qui en fait jouent ensemble, et donc finalement vous oubliez un petit peu le côté mécanique que peut avoir l'enregistrement. C'est ça. Alors tu as cité quand même quelques noms qui pour les amateurs de doublage, ça parle tout de suite, et je me demandais quelle est votre rencontre la plus marquante, que ce soit un comédien de doublage ou même un acteur peut-être que vous avez doublé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué? Ça peut être juste cette personne-là, j'étais fan, je l'ai vu 2 secondes, mais ça m'a marqué. Ou tout simplement, peut-être quand vous étiez enfant, une voix qui vous a donné envie de faire ce métier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré? Alors moi, je suis extrêmement fan de Grégory Le Régab. Je sais pas si vous connaissez. Non, enfin si, mais... moi j'ai eu l'occasion d'enregistrer sur un dessin animé qui s'appelle Abominable et la Cité Invisible. Je sais pas, c'est un DreamWorks, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un petit garçon avec ses copains, et c'est une espèce de gros Yeti qui est avec eux. Il y a un film qui est sorti en 2019. C'était 2018 je crois. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Peng. À l'époque du film, c'était pas moi qui le doublais. Et sur la série, c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a, je sais plus... 30 épisodes, un truc comme ça. Et j'ai enregistré avec, dans cette histoire, il y a un professeur, et c'est Michel Elias qui le double, donc c'est la voix de Pumba. Et j'ai eu la chance d'enregistrer avec lui, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, donc passé un super moment, quoi. Et quand je suis rentré chez moi, je reçois un message sur Messenger, et c'était lui qui me disait super, franchement, d'avoir enregistré avec toi, bravo, t'es génial et tout. Et je me dis waouh, c'est moi qui aurais dû envoyer ça, pas lui, pas l'inverse, quoi. Et j'ai trouvé ça fou. Et il est vraiment adorable. Et ouais, c'est un bon souvenir. Et t'as Grégory? Il y a eu beaucoup de belles rencontres, même ceux que j'ai cités qui sont venus vraiment. Donald Brignoux, Alexis Thomasian. Vraiment des super amis aujourd'hui et tout. On fait beaucoup de choses ensemble, c'est cool. Mais je vais dire un truc qui m'a vraiment touché, c'était l'été dernier. J'ai doublé dans le film Trap qui est sorti de Night Shyamalan, et j'étais en tandem avec Damien Boisseau qui est la voix de Matt Damon entre autres. Je ne sais plus c'est qui, Josh Hartnett qui joue dans le film, et puis plein d'autres personnages. Et c'est vrai que Matt Damon, enfin l'interprétation qu'il donne à Matt Damon, honnêtement, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment dans Will Hunting. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais... Très très bon film. Ouais, incroyable. Et de me retrouver avec lui, donc on appelle ça à la barre, ça veut dire en train de doubler. Pour moi, ça a été vraiment un cheminement, si bien qu'après, ben,
il a commencé à diriger, puis il m'a appelé pour un produit qu'il a dirigé. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super marquant, quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'admire toujours. C'est super de pouvoir travailler avec des gens qu'on admire comme ça, et puis surtout qui vous renvoient la balance en vous disant bah, vous étiez géniaux, et vous étiez. C'est toi, ouais, génial. Et toi, quand-même Bon, je sais pas si vous avez des petites choses sur votre parcours, des expériences que vous avez envie de partager. Non. En attendant qu'ils réfléchissent, bon, je vais en revenir au personnage le plus iconique de Miles. Un moment aussi qui m'a beaucoup touché durant le processus, c'est que c'était donc dans les mêmes dates. À un moment donné, donc j'avais été casté sur Spider-Punk, pour ceux qui ont vu Cross the Spider-Verse. Qu'est-ce qu'il y a vu? Levez la main juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, vous avez aimé? Moi aussi, j'ai aimé. Ouais. Vous avez aimé ou pas? Ah, quand même. Donc j'ai eu l'honneur d'interpréter Spider-Punk dedans. Et quand j'ai été casté sur le rôle, parce qu'on passe des castings, au même moment j'ai enregistré Miles Morales sur le jeu vidéo. Ah ouais, les deux Spider-Man. Et c'est ça en fait. Et je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est un rêve de gosse qui est en train de se multiplier dans le multivers. Et puis à partir du moment où j'ai été pris sur le personnage, une journée qui restera gravée jamais dans ma mémoire, c'est le matin, j'étais sur Miles Morales, enfin même toute la journée, et puis le soir, après j'allais enregistrer Spider-Punk pour le film. Et puis ça c'est, je pense que c'est quelque chose que je ne reverrai jamais, parce que c'est... Ouais, je dis que Spider-Man, c'est voilà, caviar. Exactement, voilà. J'avoue, donne-moi-en. On va partager. Avec le multivers, il y a de plus en plus de Spider-Man à disponible. Ouais, c'est vrai, sur un malentendu, peut-être qu'il y a un Spider-Man qui traîne, et je l'ai, dans le meilleur des multivers. T'as une idée alors, Rémi, quelque chose de plus? C'est un petit truc que j'ai kiffé, c'était il n'y a pas longtemps. Moi, je suis un gros gamer. Et ça fait très longtemps que je joue depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait 10 ans. Et il y a un jeu qui a bercé mon enfance, c'est Final Fantasy. Donc des anciennes éditions, bien évidemment. Le 7, le 8 et les 9. Et plus particulièrement le 7. Le 7, j'ai joué Ces jeux étaient rentables à l'époque parce que tu jouais, t'es petit en plus, tu joues, mais le jeu te dure 3 heures tellement t'es nul. Mais c'était bien, c'était la bonne époque. C'était mieux avant. Et je suis vraiment fan de cette licence. Et ils ont fait des remakes donc récemment pour ceux qui y ont joué. Et un jour je reçois un texto pour me dire voilà, est-ce que tu es dispo pour venir enregistrer un jeu vidéo? Et quand on nous convoque, on nous dit jamais ce que c'est le projet. En fait, on nous demande juste nos dispos et nous on arrive sur place et on découvre. Au préalable, on n'a rien vu, on n'a pas eu d'éléments, on n'a rien du tout, on sait rien du tout. C'est ultra confidentiel. Et j'arrive, et puis en plus en jeu vidéo, on n'a pas d'image en fait. On enregistre le seul guide qu'on a. Alors, ça peut arriver qu'on ait des images selon l'avancée et le développement du jeu, mais le seul guide qu'on a, on va dire, c'est une forme d'onde audio, et c'est la VO, c'est en anglais ou en japonais, et c'est à nous de reproduire pareil en français. Et là, on m'assoit sur le siège, on me règle le micro, le casque, tout ça, et donc on voit quand même le texte en bas. Et je vois le nom de Sephiroth et tout, et le directeur artistique commence à m'expliquer le projet, me dire alors ce jeu, je fais oh t'as rien besoin de me dire, je crois que je pourrais même t'expliquer l'histoire, je pense. Non, je vais pas dire ça. Et j'étais comme un fou, j'ai pas fait de personnage nommable, on va dire notable, mais j'ai fait ce qu'on appelle des ambiances, donc des petits personnages par-ci par-là, des voix haut-parleurs, ou des petits guests comme ça, mais c'était tellement énorme pour moi. Il y avait le gamin de 7 ans qui venait enregistrer son meilleur jeu, ouais, et j'étais comme un fou. Et ce jeu, j'y ai joué 100 heures après, c'est trop bien. On peut s'imaginer le plaisir quand on est fan d'un truc, après je suis dedans, là, le petit son, là, c'est ça. Ouais, je jouais et finalement c'était un petit enregistrement, donc mon perso, on doit le croiser sur un malentendu, il doit dire 3 lignes, et t'es comme un fou, ah c'est moi. Mais c'était trop bien. Donc ça c'est un bon souvenir aussi. Alors,
Les prochains sujets que j'aimerais aborder, c'est un peu votre avis sur des sujets plus ou moins clivants dans le doublage. Et la première chose, il y a le redoublage. Notamment, tu disais donc, que tu as redoublé le héros dans ReZero. Et quel est votre ressenti quand vous vous retrouvez à, que ce soit le redoublage ou même devenir la voix d'un acteur ou d'un personnage qui n'était pas le vôtre à la base? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre prédécesseur ou inversement? Si vous, il y a un comédien qui se retrouve à doubler quelqu'un que vous doubliez avant, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est une perte, un vol? Est-ce que vous en avez rien à faire parce que les voix vont et viennent comme ça? Alors moi, il y a les deux cas qui me sont arrivés. Actuellement, je ne peux pas en parler parce que c'est un projet où on est censé tout ignorer dessus. Mais voilà, il y a un acteur que moi j'ai doublé. Il faut savoir que déjà les acteurs qu'on double ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est des êtres humains. Il y a un acteur que j'ai doublé 2 fois. Et il n'avait pas de VF avant. Parce qu'il est assez jeune, il a 16-17 ans. Et là, il va faire un super film de ouf. Et ce n'est pas moi qui vais le doubler. Parce que je suis trop vieux. Voilà. Je suis trop vieux. Et pourtant j'ai 12 ans, je ne comprends pas. Et voilà. Donc dans ce cas-là, surtout quand c'est des super productions, tu te fais merde, c'est dommage quand même. C'est dommage. C'est l'occasion de suivre un acteur dans l'évolution de sa carrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu frustrant quand même, on va pas se mentir. On a tous un petit égo finalement et on se dit. Et dans le cas de ReZero, c'était très délicat parce que c'est Grégory Lenné, pour ceux qui le connaissent, qui a fait énormément de personnages d'anime. C'est Connie dans l'Attaque des Titans, c'est plein d'autres persos hyper connus. Et Grégory, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire du doublage. C'est lui qui m'a donné ma chance, c'est avec lui que j'ai fait mon premier contrat sur Floats Basket. Et y a tu lui voles sa voix? En fait, oui, clairement. Enfin, clairement, j'ai rien volé. Mais toi, tu reçois quand même l'info un peu comme ça, tu vois. Il y a un an, il y a un directeur artistique qui me dit écoute, j'ai pensé à toi pour un anime. Est-ce que tu serais dispo sur telle date, telle date? Je dis ouais, carrément et tout. Et en fait, j'apprends petit à petit que ma voix a été proposée au client. Le client, qui est Crunchyroll, a validé la voix. Et en fait, j'apprends qu'il y a déjà eu un doublage de cet anime, mais en 2016, je crois, par là. Et c'était pas Crunchyroll, c'était... Je sais pas, je crois qu'il y avait... Je sais plus qui était le diffuseur. Mais en tout cas, là, vu que la saison 3 est sortie au Japon il n'y a pas longtemps, Crunchyroll s'est dit, bon, oula, c'est bankable, saison 3, on n'a pas les droits, on va faire un redoublage de la 1, la 2, mais pas du tout avec le même cast, on change tout le cast. Donc c'était un souhait de Crunchyroll de ne pas du tout reprendre les comédiens du précédent cast. Et donc dans tous les cas, on peut rien faire pour ça, c'est eux qui décident, c'est eux les patrons. Hein. Et 5 jours avant d'enregistrer, le directeur artistique me dit donc ouais, c'est Greg qui faisait la voix de ce perso, parce que moi je connaissais pas du tout l'anime. Et j'ai fait ah ouais, c'est délicat. Donc tu es dans une posture où la personne qui devait commencer dans le doublage, tu vas prendre son rôle en fait. Et tu es là en mode c'est très tricky, c'est très délicat. Donc je lui ai envoyé un message et tout. Oui, en fait, vous comprenez la sensation inverse. Forcément, il avait les boules et c'est compréhensible, mais pas contre moi, mais plus contre le souhait du client, on va dire, de changer la VF. Oui, finalement, c'est le client qui décide si oui ou non il valide une voix, en fait. C'est ça, mais ça reste très délicat, même dans le cas où tu communiques sur des nouvelles saisons qui viennent de sortir, ou annoncer que tu fais tel perso, ou en convention, machin, et là tu te dis, ouais, mais bon, initialement, c'était pas moi. Donc c'est un peu. Mais je pense que c'est bon, c'est ok maintenant. Oui. Mais voilà. Oui, ça n'empêche pas que c'est pas parce que le premier doublage était mauvais, en fait, c'est juste le client qui a voulu faire à sa sauce. J'ai l'impression que Crunchyroll le fait beaucoup d'ailleurs, le redoublage lorsqu'ils récupèrent des séries. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas les droits à l'époque et là ils ont décidé d'acheter les droits de la série et du coup ils ont fait un redoublage intégral. Et surtout que la particularité de la nouvelle version de ReZero, c'est qu'ils ont fait la saison 1 en... pas la 2, non, la 1 en Director's Cut. Donc c'est des épisodes de 50 minutes voire 1 heure. Au lieu de 23-24 minutes. Quoi. Okay. Donc il y a 12 épisodes de 50 minutes, 1 heure au lieu de 24, 23. Du bon lignage. Ouais. Et toi, Grégory, tu as des expériences là-dessus? Oui, Miles, encore une fois. Oui, c'est vrai. Voleur. C'est vrai que vu que dans le 1 et dans le solo...
et c'est vrai que c'est assez particulier parce que, comme je disais, à l'interne, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été décidées, etc. Et le comédien, donc Elias, je ne le connaissais pas quand ça s'est fait. Et voilà, moi je sais que des personnages comme ça iconiques et sur des licences aussi importantes, ça peut être un crève-cœur pour la personne qui l'a interprété de lâcher un personnage comme ça. Et du coup, pendant toute la période d'enregistrement, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire pour qu'on en parle, parce que moi c'était important quand même pour moi de pouvoir voir le comédien, de le croiser, et puis voilà, quand même de le remercier pour tout le travail qu'il avait accompli déjà sur le personnage, parce que voilà, ce qui était délicat aussi pour moi, c'est qu'il a fallu que d'une part je ne trahisse pas ce qu'il avait fait auparavant, et d'autre part que j'arrive aussi moi à créer l'identité qu'il fallait pour le personnage dans son évolution. Donc voilà, j'étais un petit peu dans un étau au début comme ça, et j'étais super content parce que ce qui s'est passé la veille de la sortie du jeu, donc on est dans des studios d'enregistrement chez The Big Brothers, et dans le couloir, qui est-ce que je croise? Elias. Et là je me dis, voilà, c'est l'occasion. Oui, de lui parler directement. Exactement, je suis allé voir, j'ai dit, écoute Elias, voilà, c'était important pour moi que je te croise. Merci vraiment déjà pour tout ce que tu as fait sur le perso, franchement, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. Puis, j'ai essayé de ne pas trahir en tout cas ce que tu as fait avant, et voilà, j'espère que pour toi c'est pas... Et puis il m'a dit non, écoute, t'inquiète, moi c'est bon, j'ai fait le deuil du perso. Il me demandait justement comment s'était passé les enregistrements, etc. On a pu partager. Et pour moi c'était un signe, un beau signe de me dire, il y a le passage de flambeau qui a été fait de la bonne manière. Et je suis très content. Pour ceux qui ne connaissent pas Elias, il y en a qui connaissent Elias Changuel ici ou pas? Qui est-ce qui le connaît? Non, vous ne connaissez pas. Vous connaissez, je pense, son travail. Oui, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a certains gens qui ne sont pas forcément... Ouais, franchement, il fait beaucoup. Il a fait Assassin's Creed Mirage dernièrement, c'est lui qui fait Bassine. Il a fait V dans Cyberpunk 2077. Il a fait vraiment beaucoup de personnages comme ça. Il connaît Watch Dogs aussi, Watch Dogs 2. C'est lui qui faisait le héros. Donc pas mal de jeux vidéo en fait. Beaucoup de jeux vidéo et beaucoup d'œuvres aussi cinématographiques. Dans Arcane, saison 2, il a fait. Il est aussi dans la série Titan. Titan, exactement. Il fait Hawk. Ouais, c'est ça. Beaucoup de persos Marvel. Enfin, ouais, c'est lui qui fait le méchant dans Wakanda Forever. C'est lui qui fait. Comment il s'appelle déjà? Celui qui va sous l'eau. Désolé, j'ai pas vu. Enfin bref, voilà. Donc c'est un comédien super talentueux. Elias, je pense que tu ne nous entends pas, mais il est dit. Alors, la dernière chose dont j'aimerais qu'on évoque, on va peut-être passer un petit peu de temps dessus. J'ai mis un petit QR code à votre demande sur un élément important, disons un changement, une menace, on ne sait pas vraiment par rapport à votre métier autour de l'IA. Et je vous propose de diffuser une vidéo, vous la connaissez, pour parler de Touche pas ma VF et après on en discute ensemble. Très bien. Et ben je crois que je ne vais pas pouvoir diffuser la vidéo. Je vais essayer. Ouais, mais j'ai pas d'accès dessus. Je crois que j'ai que la voix, ça va. Bon, et ben c'est un coup manqué, mais ça ne va pas nous empêcher d'en discuter. Elle est sur Internet, la vidéo? Elle est sur Internet, sur les réseaux. Je sais qu'elle a pas mal été diffusée sur Facebook et TikTok, mais je vous laisse en parler un petit peu de tout ça, parce que vous êtes les mieux placés pour déjà expliquer qu'est-ce que c'est Touche pas ma VF, et la vidéo, elle expliquer un petit peu quel est le sujet. Je ne sais pas qui est-ce qui veut en parler. Alors, Touche pas ma VF,
C'est un hashtag, c'est un QR code, mais c'est surtout un mouvement qui a été créé par, c'est à l'initiative de Brigitte Lecordier, et qui a été rejoint par plusieurs comédiens, Pascal Chemin, Donald Regnault, il y a Louis Lecordier aussi qui s'occupe de toute la com, qui est le fils de Brigitte, par rapport à Touche pas ma VF. Et en fait, le but de Touche pas ma VF, c'était de sensibiliser le public sur l'intelligence artificielle. Comme vous êtes tous et toutes au courant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on parle vraiment d'intelligence artificielle. Avant, on s'en souciait pas trop. Et là, ça arrive dans nos vies un peu de manière assez rapide à tous les niveaux. Pas que nous en doublage, mais dans tous les corps de métier, malheureusement. Et pas forcément qu'en positif. Du coup, le but, c'était de... Donc, Touche pas ma VF a créé une vidéo avec des témoignages de comédiens qui sont des voix iconiques pour la plupart, bercées de notre enfance. Et le but de ce mouvement, c'est de diffuser au maximum l'information, que tout le monde fasse tourner ça pour qu'au niveau du gouvernement, on puisse avoir un impact, une force, et qu'il y ait une possibilité de légiférer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'actuellement, il n'y a aucun texte de loi à proprement parler qui permet de réguler l'intelligence artificielle, et en tout cas son usage. Alors, le vol de voix, théoriquement, est interdit, mais ça n'empêche pas plein de créateurs de contenu ou de sociétés qui font la promotion de l'intelligence artificielle, d'utiliser ces voix, de les compiler, de créer des nouvelles voix hybrides. Voilà. Le problème, à terme, c'est quoi? C'est que l'humain soit remplacé par la machine, tout simplement. Vous pouvez voir, chacun sur les réseaux, sur Internet au quotidien, la vitesse à laquelle va l'intelligence artificielle. Pour l'instant, en termes de doublage, c'est pas dingo. Il y a des trucs un peu mieux, mais c'est qu'une question de temps finalement. Dans quelques mois, quelques années, on va arriver à un truc, malheureusement, on n'espère pas, très proche de l'humain. Pour l'instant, c'est pas le cas, parce que pour tout ce qui est retranscrire les émotions, on est quand même un peu à côté de la plaque. Voilà, c'est comme si vous demandiez à votre micro-ondes d'éprouver du regret ou du chagrin. On est un peu sur ce niveau-là actuellement, mais ça va bouger très vite, malheureusement. Ouais, t'as vraiment dit la majeure partie des choses importantes. C'est vrai que voilà, on est un peu sur quelque chose de vachement flottant, c'est super incertain. Et puis voilà, quand on voit les tests qui sont établis, on voit que certaines plateformes commencent à vraiment s'y mettre. C'est sûr que nous, on n'est pas serein face à ça. Amazon, pour pas la citer. Voilà, pour pas citer. Mais même Netflix, il me semble, aux États-Unis, ils ont même commencé à faire le lip sync. Sur une série qui s'appelle La Perla. Ouais. Et c'est vrai que voilà, quand on voit tout ça arriver, nous, on est en train de se poser la question jusqu'à quand ça va. Et ça, Touche pas ma VF, c'est une initiative française. Je suppose que dans les autres pays aussi, on doit en parler. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Est-ce que... Il y a un syndicat des comédiens. Enfin, c'est même pas un syndicat qui s'appelle Les Voix, qui est une association, mais où il y a plusieurs représentants de différents syndicats au sein de cet asso. Et régulièrement, il y a ce qu'on appelle des AG, des assemblées générales, qui sont organisées à destination des comédiens, même des techniciens aussi du spectacle finalement, des auteurs, des adaptateurs, des traducteurs, et où on fait un point sur l'avancée des rendez-vous qu'ont demandé ces syndicats avec les parlementaires. Le but, là, il y a une pétition dont vous avez vu le QR code, vous pouvez scanner, ça vous redirige sur la pétition et vous pouvez signer en ligne, ça prend 2 minutes. Et cette pétition actuellement, elle est à 160 000 et quelques signatures. Le but, c'est ce serait bien qu'elle aille à 200 000. Normalement, l'objectif, c'était 150 000, parce qu'à partir de 150 000, on peut présenter le projet au ministre de la Culture, Rachida Dati, mais qui fait l'autruche actuellement, parce qu'il n'y a pas eu de rendez-vous. Donc c'est assez complexe, mais en effet, il y a un mouvement qui s'appelle United Voices, je sais plus quoi, qui a été créé par ce syndicat qui regroupe justement plein de pays. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre, où c'est des comédiens justement, et il y a des comédiens italiens. Il y a 2 semaines qu'on crée une vidéo comme celle-ci,
pareil. Ils se sont tous réunis Exactement. pour parler d'une seule voix et... Même délire, fond noir, pareil, témoignage de chaque comédien, des voix emblématiques, mais en version italienne. Et on fait ça, donc ça bouge dans pas mal de pays. Le problème, c'est, je pense que c'est le gouvernement de chaque pays. Je pense que les textes de loi, ça met très longtemps à être établi. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas La de temps. technologie va trop vite en fait. Par Plus rapport aux lois. vite que, oui, c'est ça, que l'administratif. Alors j'ai trouvé la vidéo parce que j'ai réfléchi, j'ai internet, donc je n'ai pas besoin d'avoir la version téléchargée. Donc je propose de la lancer, d'entendre tous ces comédiens qui se sont réunis pour parler d'une seule voix. Si ça va bien. C'est mieux avec le son. Allez. Nous allons les doubler maintenant. Alors, Décidément. Pas imiter Brigitte. Samuel L. Jackson, Jim Carrey. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Donald Renew. Dorothée Tisséo. Aline Chetaille. Howard. Pascal Chemin. Mila Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson, Jim Carrey. Marcel Son. Je suis la voix française de Homer Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Et bon, et pour la Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. des voix humaines que vous entendrez dans les films et des voix de robots qui auront été générés par le vol de voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes et graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous quoi. Vous avez compris, la culture est en danger, car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles. Nous usurpons par exemple votre identité. Ou celle d'approche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix, ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. ingé son, direction artistique, Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elles soient de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attaché à les voix. Aidez-nous à les faire entendre auprès de notre ministre de la Culture, Rachid Dati, pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire Partagez en story. et signer la pétition dans nos bios respectives Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'avez tout de même pas laissé le doublage. voilà, voilà. Et il faut savoir que le doublage français existe depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Il existe depuis 1934. Si je dis pas de bêtises, si la date est exacte, 1934. Et on a la chance quand même d'avoir un doublage comparé à certains pays qui est réputé pour être le meilleur. Oui, il y a une grosse culture du doublage en France et effectivement, même les Américains ont parfois envié notre doublage français, Mario. Oui, c'est vrai. Mais ça montre effectivement qu'il n'y a pas que un côté, oui, c'est notre métier, c'est aussi un aspect culturel. On a tous grandi avec des voix qu'on reconnaîtrait entre tous. Comme dit dans la vidéo, c'est pas seulement les comédiens de doublage, c'est tous les métiers autour, et même c'est nous individuellement, cette problématique de l'IA. Alors, moi, ça m'est arrivé d'utiliser l'IA à des fins récréatives. Je me suis amusée à créer des chansons à partir de textes que j'ai écrits. C'est amusant, mais en même temps, c'est effrayant de se dire, si je dis pas à la personne que c'est pas moi qui chante, comment elle le sait? Si on dit pas que c'est pas la personne qui fait la voix, au vu de l'accélération des avancées de la voix, petit à petit, l'IA elle va être capable de répéter les choses, de faire les choses peut-être à l'identique. Mais moi, il y a une phrase que je me suis fait comme réflexion, c'est que l'IA pourra peut-être être identique, mais elle ne pourra jamais être meilleure. Un être humain peut s'améliorer, peut faire une voix plus qualitative à force d'expérience. L'IA, elle se contentera de le copier en fait.
C'est ça, et actuellement l'IA est dans une phase où en fait elle a déjà brassé tout ce qui existe, elle a compilé toutes les données, toutes les ressources qui existent sur Internet, et elle arrive à un stade où en fait elle est incapable de dissocier ce qu'elle a elle-même généré, son contenu artificiel, de ce qui existe déjà. Du coup en fait elle a du mal à se digérer, en fait, à s'auto-ingérer, et ça crée quelques bugs. Mais bon, ça c'est l'histoire d'un patch qui va être fait, une mise à jour, et je pense que ce sera réglé. Mais voilà, il y a quand même des limites actuellement, et finalement vu qu'elle elle fait que du recyclage, hein, elle fait de la compilation de données, au bout d'un moment quand elle a brassé toute une base de données et qu'il n'y a plus rien à en tirer, bah, ça peut vite s'essouffler aussi. Elle n'est pas capable d'être originale, par exemple. Ben, c'est ça, il y a des jeux hein, où ça a été fait, il y a un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance 2, pour ceux qui y ont joué. Les rôles principaux ont été doublés par des comédiens, mais la plupart des PNJ ont été doublés par une IA. Et dans les extraits que les fans, les joueurs ont mis sur Internet, sur Twitter par exemple, on peut voir que, évidemment, quand on interagit avec ce personnage non jouable, la personne fait quelque chose qui peut être proche de ce qu'on aurait pu faire, mais complètement à côté de la plaque, parce que l'intelligence, enfin le robot n'a pas la conscience du contexte. Elle ne peut pas faire une bonne intention de jeu. Et oui, c'est ça. Par exemple, je sais pas, c'est très triste. Elle va jouer ça complètement à côté, comme si, avec une émotion totalement pas adaptée, quoi. Donc en termes d'immersion, ça sort complètement la personne du jeu, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas hyper au point, mais ça ne saurait tarder. Oui, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est pas maintenant, c'est plus tard, quand ça va s'améliorer, quand ils vont réussir à copier les intentions sans comprendre en fait. Parce que vous, forcément, quand vous jouez, vous comprenez ce que vous disiez. Je pense que si vous vous retrouviez à doubler dans une langue étrangère, forcément, vous n'aurez pas la même qualité de comédien. Et pour l'IA, c'est un peu ça, c'est une langue étrangère pour elle, puisqu'elle ne comprend pas. Oui, c'est ça, bah oui, elle a aucune perception. Pour l'instant, elle n'est pas en mesure, je dirais, de s'adapter à des contextes de jeu, des subtilités humaines, même au niveau de l'émotion. Elle n'est pas capable de le synthétiser correctement, on va dire. Après là, je pense où ça peut être déterminant, ça va être aussi le nombre de comédiens ou comédiennes qui seront sollicités pour ça, parce que là, on parle de l'intelligence artificielle elle-même, mais à partir du moment où on va pouvoir l'utiliser pour faire différents ranges de voix, différentes voix, et qu'on aura peut-être dans un studio un comédien, une comédienne pour, je sais pas moi, 50-60 personnes à l'écran, ça c'est quelque chose qui est déjà possible. Donc quand on parle justement de reproduire je veux dire la voix humaine, les émotions, etc. À partir du moment où on arrive à changer avec l'intelligence artificielle ces ranges de voix, rien que là, la question du métier, elle est super cruciale. Ça veut dire qu'il y aura, je pense, un énorme brassage. Et puis là, ça va pas être pareil, disons. Donc signez la pétition, voilà. N'hésitez pas à flasher les QR codes, faites tourner autour de vous, parlez-en. Et voilà, parce qu'en fait, il y a plein de personnes aussi parce que bon, il y a VO, VF, chacun regarde ce qu'il veut, chacun consomme ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi-même, je regarde beaucoup en VO, mais je ne crache pas pour autant sur la VF. Mais voilà, il y a plein de personnes qui en ont besoin, surtout des personnes qui sont malvoyantes, aveugles. Les enfants qui ne savent pas lire. Les enfants qui ne savent pas lire, les personnes âgées, les gens qui n'ont juste pas envie de lire, de s'attarder sur un texte, un sous-titrage, qui est des fois d'ailleurs totalement différent. Oui, en fait, le sous-titrage, c'est une autre traduction, parce que souvent, quand vous devez doubler, ça ne sera pas exactement la même chose des sous-titres, parce qu'il y a le lip-sync, il y a les lèvres qui bougent, et puis on ne parle pas de la même manière qu'on écrit. Et donc, effectivement, une expérience en pure VO, quand on comprend bien la langue d'origine, en VO sous-titré et en VF, c'est trois expériences différentes. Moi, je sais qu'à titre récréatif, voilà, de mon côté, personnellement, j'aime faire des trois, en fait. Je comprends assez bien l'anglais pour ne pas avoir besoin de sous-titres, mais en même temps, quand je regarde des animés, mon niveau de japonais n'est pas suffisant pour tout comprendre.
Et en même temps, j'apprécie aussi la VF. On peut aimer les deux parce que ça aussi, c'est un débat VO contre VF. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. En fait, les deux se valent, les deux sont des expériences différentes finalement. C'est ça, voilà. Chacun regarde chacun est libre de regarder ce qu'il veut, dans la langue qu'il veut. Mais voilà, il y a des personnes tout de même, malgré le fait VF bien, pas bien, VO bien, pas bien, qui en ont juste tout simplement besoin. Oui. Besoin, et je pense que vu que ça reste un loisir, si ça n'a pas d'âme, si ça n'a pas de corps, on est quand même content aussi de se dire ah lui je l'adore, ou alors on en parlait tout à l'heure avec Grégo, parce qu'il y a des films, là il y a quand même Prime Video qui va générer 70 films qui coûtent juste 500 000 € chacun, 500 000 $ chacun, vont être générés complètement par l'intelligence artificielle, donc il n'y aura aucun vrai acteur, ce sera que de l'IA. Actuellement, je sais pas vous, mais moi j'adore aller voir un film où il y a Ryan Reynolds, par exemple, ou Hugh Jackman. Là, je peux pas me dire, ah ouais, j'adore cet acteur d'intelligence artificielle, j'ai hâte de voir son prochain film, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des séries ou des films parce qu'il y avait tel ou tel comédien de doublage dedans, même au-delà de l'acteur, même les voix, il y a même certaines voix, certains acteurs qu'on a du mal à écouter en VO parce qu'on a été habitué toute notre enfance à entendre telle ou telle voix en VF. Et donc on voit bien qu'il y a aussi cette part humaine auquel on est attaché. Donc c'est vrai que ça donne moins envie, c'est une IA, ok, bon. Après voilà, on verra ce que l'avenir nous prédira, mais voilà, si vous avez envie de soutenir les métiers autour du doublage, n'hésitez pas à scanner le QR code, touche pas ma VF. Et vous pouvez passer là à côté, il y a le petit stand dédicace, on a quelques badges qu'on peut vous distribuer, petits badges touche pas ma VF. Mais j'en veux un, moi. C'est vrai? Regardez, oh mais je l'ai même pas mis, oh là là, je l'ai pas mis. Non, mais... Et ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer cette interview, mais par contre, je vous propose de rester sur scène avec moi pour voir si vous avez des bonnes connaissances en culture pop. Absolument. Aïe. Il y a moins de confiance là. Alors, juste le temps que j'installe, que je change l'écran, on va faire une petite pause et puis pour reposer 2 minutes la voix. Et puis on va faire le quiz culture pop où tout le monde pourra participer. C'est un quiz scout. Donc je vais afficher sur l'écran QR code et code si vous avez du mal avec le QR code. Pour pouvoir vous inscrire, vous aurez à rentrer un pseudo et il y aura une trentaine de questions. Sur la culture pop en général, il y a tout un tas de questions différentes sur des séries, sur des films, sur plein de choses. Voir bien si vous êtes meilleur que Sushi Niélis, Grégory Lorigable et Rémi Guton, ou si on a des personnes qui maîtrisent bien leur sujet. Normalement, en tant que comédien, vous êtes censé bien maîtriser la culture pop. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de confiance. Vas-y, sors Internet, Grégory. Justement, je prépare. Ah, vous aurez 20 secondes à chaque fois pour répondre, ça va être compliqué si vous utilisez... Ah non, pas ChatGPT, Je mets quand comme même. ça, tu sais. Donc, comme je disais, vous pouvez soit scanner le QR code ou si vous n'y arrivez pas, vous allez sur kahoot.it et vous rentrez le code PIN du jeu, donc 707 37 17, et vous aurez donc l'application qui vous permettra de rentrer votre nom. Oh, c'était rapide. Waouh! C'est donc ça Internet. Ah d'accord, c'est tous les joueurs qui... Voilà, c'est tous les joueurs. Vous pouvez faire la même chose, prenez votre portable, sinon vous aurez du mal à répondre. Mais oui, mais... Sushi, il a l'habitude, il l'a fait hier. Moi, je Ah ouais, carrément, Dieu. je suis à l'ancienne, moi, j'ai fait ça à l'or. Ah non, non. Ah, il y a cet pseudo qui était là hier. Hein. On va voir s'ils sont aussi bons en culture pop qu'en culture manga. C'est qu'il y a du monde. Alors sachez que les 5 premiers apparaîtront à chaque fois à l'écran. Donc si vous ne voyez pas votre pseudo, l'écran vous dira votre score, mais bon, on saura que vous n'êtes pas dans les 5 premiers, quoi. Alors je vais attendre encore un petit peu le temps que les gens rentrent. C'est aussi un concours de rapidité, il faut répondre le plus vite possible. Oui, alors effectivement, au niveau des règles, plus vous serez rapide à répondre, plus vous aurez point. Donc on répond pas vraiment exclusivement là-dessus par le micro. Ah non, faut pas répondre avec le micro.
Par contre, on pourra discuter de vos réponses. Oui, je pensais encore que les choses étaient organiques. On pourra discuter de vos réponses et se moquer de vous librement si vous êtes vraiment à côté de la plaque. Alors, est-ce que toutes les personnes qui voulaient s'inscrire se sont inscrites pour l'instant? Alors, j'ai pas l'impression. On va attendre encore un tout petit peu. Et ceux qui ne sont pas encore autour de la scène, n'hésitez pas à venir pour jouer au quiz Kahoot sur la culture pop. Savoir eh bien, vous défier sur vos connaissances en culture pop, séries, films, tout un tas de thématiques. Et puis surtout, voir si vous avez plus de connaissances que nos comédiens de doublage invités, que Sushi Nihiliste. Voilà, est-ce que vous vous y connaissez mieux que vous? Très mauvais joueur, je vous préviens. Alors, ça fait un plaisir de vous manquer. Assume, assume. Alors, c'est bon pour tous les trois? C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, vous avez pris quoi comme pseudo? Alors, Sushi, c'est Sushi. Perceval. J'ai pris Yukiko. Non, je rigole, Miles Morales. Ok, donc Perceval, Miles Morales et Sushi Nihiliste. Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, sachez que s'il y a des personnes qui viennent au milieu du quiz, ils peuvent s'inscrire à la dernière minute. Le code, ça s'affichera toujours en bas. Donc, je vais juste pousser la table. Je vous laisse récupérer vos bouteilles. Et je vais pousser la table juste pour dégager l'image. Il y a des pseudos que je reconnais, là. Il y a des très bons joueurs. Je me souviens de Happy, qui m'avait mis une bonne misère. C'est assez dit la baleine. Ouais, cette lettre. C'est assez dit la baleine. Ça, c'est un bel exercice de Cachalot pour avoir le dos d'artiste. C'est ça. Eh bien, on va commencer. Je stresse. Première question. Dans Friends, quel est le nom du café où se réunissent toujours Chandler, Monica et leurs amis? 4 propositions. Central Perk, Sherman Dennis, Greenwich Village ou Smelly Cat. Alors, je dis les propositions, mais effectivement, il vaut mieux regarder l'écran. Ce que je vais proposer, là, c'est que vous vous décaliez un petit peu pour que le public voit bien l'écran. Oui, carrément. Et vous aussi. Quand il y a marqué un peu trop rapide, ça veut dire. Hein? C'est bon, t'as eu des points. Alors, on va juste décaler un petit peu. Va-t'en. Hop. Et on va l'orienter pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je suis à la 9e place. Oh, ça pue. Je suis à la 9e place. Ah, l'écran, merde. Il était coincé. Alors, nous avons donc 34 bonnes réponses. C'est pas mal, c'est pas mal. On a quelques personnes qui se sont trompées. C'était bon pour tous les trois. Alors, vous pouvez vous rasseoir, hein, restez pas loin. Non, mais c'est bien. Sauf si vous êtes bien. Ouais, Pas de soucis. je vais grandir. Alors, on va voir le classement. Bon, ben, on vous voit pas, les gars. Hein. Pas assez rapide. Eh non. Ouais, mais tout n'était pas clair dans les consignes. Exactement. Moi. Je suis d'accord. Alors, Marco, premier, Sephiroth, Lucas, Dieu et Nanomogus. Donc, la réponse, c'était bien Central Perk. Voilà, on commence avec une question facile. Allez, la suivante. Dans Harry Potter, complétez la phrase « Avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer ou pire. Nous envoyer à l'infirmerie, nous envoyer en retenue, nous faire expulser, nous faire perdre des points. » On a une majorité de bonnes réponses. Alors, oh, Perceval, deuxième position. Et ouais, je vous ai dit que j'étais mauvais joueur. Et Jinx qui est en première position. Après, vous êtes vraiment serré avec Jinx. Hein. Bon, Qui est après, Jinx au tout début. Ah, c'est bien, Jinx. Bon, par contre, il y en a deux, on les voit toujours pas. Hein. Alors, moi, Ouais, je mais dirais- on a mis juste. C'est déjà pas mal. Il captait pas bien. Non, j'ai eu un doute sur ça. Ah, j'ai un bug de 5G là, je sais pas. Une brillante idée pour nous faire tuer, ou pire, expulser. J'ai pas trouvé le gif du moment, mais tout aussi culte avec le Yo, gif. ça.
Dans Forrest Gump, à quoi Forrest compare-t-il la vie? Au chou, au chocolat, à un fleuve, à l'oignon. À quoi est-ce qu'il compare la vie? Au chou, au chocolat, à un fleuve ou à l'oignon? La vie, c'est comme un oignon. Oui. Alors c'est plutôt les ogres sont comme des oignons. T'es à quelle place? Personnage, t'as perdu quelle place? T'es à quelle place? Parle dans le micro pour qu'on t'entende. Je suis à la 25e. Alors dites-moi les places? 5e. 13e. 25 sur combien? Je sais pas combien. Je sais pas combien. Sur 100... Oui, on va dire ça. Après, sincèrement, Sephiroth est à un point d'écart avec Lucas. Là, c'est ce qui s'appelle être vraiment serré. Et Rataxès est vraiment pas loin du tout. Alors, est-ce que Rataxès, maintenant qu'il est dans le top 3, il va y rester comme il l'a été hier? On verra. Et on va passer... Ah oui, donc, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On va donc passer à la suite. Dans Squid Game, quel est le numéro du joueur Thanos? Est-ce qu'il est 230, 345, 380 ou 425? Et oui, le seul personnage qu'on n'appelle pas par son numéro dans Squid Game. T'as coupé la photo pile là où il fallait pas en fait. Normalement, il y a le numéro qui est juste en dessous, non? Bah oui. Ça se fait pas. C'est dans cette pas drôle. Ça se fait pas. Alors. Allez, 30e place. Non, je l'ai pas. Oh oui, let's go. 17. Oui. Alors. Ah. 17, par contre, tu sors bien du classement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a disparu du classement. Ouais. Alors, Noshimi en première place, Lucas ensuite, Brian ensuite, et Rataxès qui a disparu. Briseurs de combo, 7 joueurs viennent de casser leur combo de 3 bonnes réponses. Eh, pas si facile, c'était le 230. Et c'est le seul personnage de Squid Game qu'on n'appelle pas par son numéro, donc sinon ça aurait été trop facile. Dans Game of Thrones, quelle est la devise de la maison Targaryen? Et Targaryen, c'est famille, devoir, honneur, feu et sang, plus haut, plus fort ou plus humain que l'humain. Encore une question à laquelle j'ai répondu trop vite. Partagé. Ah, je suis tombé de couleur. Oui, on va dire que c'est ça. Il y a eu un bug, le 5G. Je capte plus. Alors, sachant que les 4 sont des véritables devises de différentes maisons dans Game of Thrones. Famille de Warner, c'est les méchants, là, les premières de... Comment ils s'appellent les... Ah non, c'est des tulipes. Ah, je pensais que c'était le souhait de Warrior. Je fais le Master White d'ailleurs dans House of the Dragon. La classe. Ça pèse. Dans la maison Targaryen. Ça pèse. Alors, on va voir le classement. Oh, let's go! Hey! Oh, I'm back in the game! Et en première position, attention! Alors? Et 4 en première position. Fire and Blood. En quoi se transforme Mario quand il mange une super feuille? En ballon, en grenouille, en marteau ou en raton laveur? Et visiblement, ça réfléchit beaucoup. Là, on a quand même... C'est bon, vous aviez la bonne? Oui. Ah, quand même. Ça aurait été très drôle que les seuls 3 qui se sont trompés soient tous les 3. Ça n'arrivera pas. Oh, mais attends, je l'ai vu trop vite, je suis 19. Let's go! Toujours 3e position pour Grégory. Chez Soch, Voilà, le petit raton laveur. Alors, dans certains jeux, c'était Tanuki, mais il n'y avait pas la proposition, donc c'était bien raton laveur. Dans le Seigneur des Anneaux, combien d'anneaux ont été forgés pour les elfes? Pour les elfes, est-ce qu'il y en a 1, 3, 7, 9? Ah, c'est technique. Pour les elfes. Non, là, c'est super technique. Franchement, là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, faut vraiment... J'ai pas dit que c'était que les questions faciles. Là, c'est technique. Hein?
Ah là là. Eh ben, visiblement, pour 25 personnes, c'est pas si Non, là, c'est technique. compliqué, là. Oh là là. Alors, on en est où? là, je suis crois sorti que du t'as classement. Oh bah là, Max Morales. Oh, Et c'est Shigeru qui a 7 bonnes réponses d'affilée, qui est deuxième, et 4 qui garde sa première Ah ouais. place. Qui est Shigeru? Waouh. Eh non, elles trichent, elles sont deux sur le même téléphone. J'espère. Ouais, on va pas être rapide quand on est deux, c'est pas évident. Mais nous aussi, si on avait 4 mains. Oh, c'est technique. Il y avait 3 anneaux, l'anneau de feu de Gandalf, l'anneau de l'eau de Galadriel et l'anneau de Léa Jaelson. J'ai pas vu. Alors oui, Gandalf n'est pas un elfe, mais il a un anneau des elfes, faut pas chercher à comprendre. Et donc, C'est 1 pas lequel. pour les gouverner tous, 3 pour les elfes, 7 pour les nains sous la montagne et 9 pour les humains qui se transforment en Nazgûl. Eh oui, il y en avait 3. Question suivante. Dans Camelot, quelle phrase improbable le roi Burgonde n'a jamais prononcée? Il n'a jamais dit A, biographie, paix, biographie, faire pleurer oignon au vinaigre, la fleur au bouquet fan et jamais ne renaît, pas changer l'assiette pour fromage. Alors, est-ce qu'on a des fans de Camelot? Ah, c'est chaud, là. Franchement, alors là, je suis à l'ouest. Je suis fan de Camelot, mais il en dit tellement des conneries que. Je suis très fière d'avoir trompé quand même la majorité des gens. Et oui, ça aurait été trop beau si ça avait été la seule phrase intelligente. Et non, il dit bien A, biographie, il pète, biographie. Il dit bien la fleur en bouquet fan et jamais ne renaît. Et pas changer assiette pour fromage. Je suis content, je l'ai eu celui-là. Ça, Fier, elle est revenue dans. Vous en êtes où pour le score? Ouais. Oui. 19. T'inquiète. Et donc, la fameuse gruyère. Sachant que la plupart des phrases sont en impro. Dans Charlotte, quel est le nom de l'acteur qui incarne le héros? Est-ce que c'est Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch? Non. C'est dur, c'est technique. Alors Je crois pas. quand j'ai créé la question, j'ai pas réfléchi au fait que je devais la lire après. Ah, mais non, c'est une horreur. Et c'était Benedict Mais je me suis Cumberbatch. fait avoir, mais c'est une horreur. Mais Cumberbatch. Mais justement, mais pareil, j'ai pas eu que c'était. Bah non, il s'appelle pas Cumberbatch. La magnifique même internet, hein, ce nom pour Benedict Cumberbatch. L'acteur de Sherlock. Ouais, bien joué pour la question, c'est joli. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont chanté? Non, pas tant que ça. C'est bon, je suis dans les numéros 20, je suis bien. Ouais, Benedict Cumberbatch. Quel homme? Question suivante. Dans The Walking Dead, quel est le nom de la patte de Negan? Est-ce qu'elle s'appelle Béatrice, Julie, Lucille ou Karen? Là j'ai des visages un petit peu plus sur d'eux. J'ai l'impression qu'il y a un homme maintenant entre vous deux. Entre nous. Alors, 26 bonnes réponses avec Lucille. Et non, elle ne s'appelle pas Béatrice, mais bien Lucille du nom de sa femme, si je ne me trompe pas. Alors, on en a qui montent, on en a qui restent à leur place. Alors, on est vraiment très très serré pour Sephiroth et Rataxas, à 8300 et quelques points. Un petit peu plus d'écart avec Brian, et Pirate et Sushimi sont très très proches. Nushimi, pas Sushimi. Oui, alors Sushimi, ça me ressemble, alors on peut dire que c'est moi sinon. T'es combien, tu vois 25, t'inquiète. Ça va. C'est la remontada. J'étais 39 tout à l'heure, je ne pas 19. Lucille. Alors, on va voir avec la suite, c'est remonté. Qu'ont en commun les séries Merlin et Buffy contre les vampires? Est-ce qu'ils ont un acteur en commun, une date de diffusion, un lieu de tournage ou un monstre dans leur folklore? Qu'y a-t-il de commun entre la série Merlin et Buffy contre les vampires? J'ai même pas la série Merlin, c'est une série d'animation, c'est une série. Non, c'est un film. Ok. Je l'ai pas. Un film absolument génial qui se déroule au château de Pierrefonds, mais qui n'est pas du tout une série française. Alors j'ai cru voir que Grégory avait l'air très sûr de lui sur la réponse. Si.
Et tu as eu la bonne réponse? Non. Je ne passerai pas toi. C'est ce qui m'avait semblé. Alors j'ai eu la bonne réponse, mais aucun aucun mérite. Alors, putain, je suis un acteur en commun. Ouais, Anthony Stewart Head qui joue Giles dans Buffy contre les vampires. C'est aussi le roi Uther Pendragon, qui est un peu l'antagoniste de Merlin. Donc c'est le même acteur. Alors ils n'ont pas du tout les mêmes dates de diffusion, il y a plus de 10 ans d'écart entre les deux. Le lieu de tournage, comme j'ai dit, notamment ça s'est passé en France et en Angleterre pour Merlin, ce qui n'est pas du tout le cas pour Buffy. Et la quatrième proposition, alors c'est ça qui est assez amusant pour deux séries qui ont plein de monstres, ils n'ont aucun monstre en commun. Ah ben j'aurais fait. C'est pas du tout le même folklore. Piège. Alors, la série Doctor Who, quelle est la phrase fétiche du 10e Docteur? Donc le Docteur de David Tennant. Allons-y, fantastique, Geronimo ou spoiler? J'ai aucune idée. Bifomètre. Alors là, Doctor Who, j'avais 0. Pareil, je l'ai pas. Je l'ai jamais vu. Alors je précise que les 4 propositions sont autant valables en VO qu'en VF. Ouais. Puisque le 10e Docteur dit allons-y, même en VO. Ok. Ça va. Et oui, et fantastique, c'est pour le 9e Docteur, Geronimo pour le 11e Docteur, et spoiler, c'est Riverson qui fait très très souvent, on va dire, spoilers. Briseur de combo, 5 joueurs viennent de casser la combo de 3 bonnes réponses. Ah oui, bon, voilà. C'est pas bon en tout cas. On fait toujours drôle. Je ne reconnais pas là-dedans. Allons-y. Et allons-y, allons-y, ça peut. Quel est le premier long métrage d'animation Disney? Est-ce que le premier c'était Blanche-Neige et les 7 nains, La Belle au Bois dormant, Cendrillon ou Le Crapaud et le Maître d'école? Quel est le tout premier film d'animation Disney? C'est technique. Alors, quel est le plus ancien de tous? Pas si technique visiblement, parce qu'on a quand même une majorité qui ont la bonne réponse avec Blanche-Neige. Alors, est-ce que ça fait changer le classement? Pas du tout. 8 bonnes réponses d'affilée pour Brian. Alors, qui est Brian? Bravo. 8 bonnes réponses là. Brian, on t'attend à la sortie. Les comptes vont être réglés. Et donc, c'était Blanche-Neige et les 7 nains qui est sorti en 1937. C'était pas né. Et pour l'anecdote, eh bien, l'oncle H aimait énormément ce film. C'est un de ses films préférés. Voilà. 1937, je me rappelle, c'était ça. Voilà, 37. La bonne époque, c'était mieux avant. Ah bah. Alors, en 1937, je suis pas sûr que c'est C'est une autre époque. Oui, bon, ça va. Dans The Big Bang Theory, qu'est-ce que Mayim Bialik a en commun avec Amy, son personnage? Donc qu'est-ce que l'actrice de Amy a en commun avec son personnage? Est-ce qu'elles ont la même date de naissance? Est-ce qu'elles ont toutes les deux une relation amoureuse avec Jim Parsons, donc l'acteur de Sheldon? Ou un diplôme en neurosciences? Ou encore, est-ce qu'elles ont toutes les deux un look un peu vieillot? Pas vu. C'est un peu extra-dégénique en même temps. Hein. Alors bon, en relation amoureuse avec Jim Parsons, je suis pas sûre qu'il aurait été tellement d'accord parce que c'est pas trop les filles qui l'intéressent. Ouais, exactement. Mais donc en fait, notre actrice a un diplôme en neurosciences. D'ailleurs, il y a un petit extrait très célèbre où un journaliste, ça fait quoi de jouer une femme très intelligente qui a un diplôme en neurosciences? Bah ça ne change pas, j'en ai un aussi. Alors elle n'est pas doctorante en neurosciences, mais elle a quand même un diplôme en neurosciences. C'est pas, voilà, elle en a dans la tête autant que son personnage. Question suivante. Wafou, comment s'appelle le monde des chouchous? Est-ce que c'est le coupe-chou, la pâte à choux, le chou-fleur ou la choucroute? Franchement. Alors, dans Wafou, comment s'appelle le monde des chouchous? Coupe-chou, pâte à choux, chou-fleur ou choucroute? Je suis très fière des autres idées qui vont avec la choucroute. Alors, on est où les gars? Ah, moi j'ai eu faux, j'ai dit coupe-chou. Je veux voir apparaître ou pas? Non, 21. 25. Alors, bon, le classement est un tout petit peu
classement en général. Non, je suis 34e. Ah oui, Ça pique, là. ça pique. Ah, de 5e à 34, ça fait mal. Et donc ça s'appelle la choucroute. Je ne connais pas. Dans Retour vers le futur, en VF, comment s'appelle le bal en 1975? Le bal perdu des salamandres, l'enchantement sous la mer, la féerie dansante des sirènes, la fête des poissons-chats. Comment ça s'appelle en VF? La perplexité sur les visages de nos comédiens. Non, franchement. Alors les comédiens de doublage VF, ouais, non, là. comment ça se passe? Bah, j'étais pas né. Vous vous faites engueuler par le public. Oui. Alors, j'ai insisté sur le côté VF parce que en VO, ça s'appelle Enchantment. Alors, C'est ce que j'avais mis. l'enchantement sous la mer. C'est ce que j'avais mis. Qui a été J'ai traduit retenu par visuellement le film. le bal dansant, enfin la féerie dansante des sirènes. Et moi, j'ai mis enchantement. Alors, j'avoue que je comprends pas la traduction. Je pense que c'est une question d'adaptation au niveau du lip sync. C'est possible. Ouais, Après, parce que des fois, en fait, ça rentre pas en français enfin, ce qu'ils font en anglais, ça rentre pas en français. Je pense qu'ils ont fait un choix d'adaptation pour que ça puisse être. après enchantement. Mais Under the Sea, c'était quoi en VF déjà? La féerie dansante des sirènes. Donc sans doute le si qui se transforme en C'est sirène. Mais bon, c'est assez drôle de voir la grande différence entre les deux. Et il y a aussi le fait que les gigawatts deviennent des gigawatts en VF. Alors, dans Captain America Civil War, quelle est la composition de l'équipe d'Iron Man? Est-ce qu'il y a Scarlet Witch, Spider-Man, War Machine, Ant-Man, Black Panther? Ou Black Widow, Spider-Man, War Machine, Ant-Man, Hawkeye? Scarlet Witch, Spider-Man, War Machine, Vision, Hawkeye? Ou Black Widow, Spider-Man, War Machine, Vision, Black Panther? Oh non, c'est chaud là. Et oui, Spider-Man est dans les 4 propositions. Oh fuck! C'était la 4e. Ah mais attends, Ant-Man il est pas... Alors, est-ce que ça a fait chuter certains? Ouais, bien chuté. La chute est violente. La chute est violente. 26e. On en est où? 27. 27 ou Brian, il s'en fout, hein, lui, il reste premier. Hein, Toi, t'as combien? Rien à faire. Ah, attends, t'es combien toi? 27. Je suis devant vous deux. Alors là, J'ai 5e à 26. Ouais, je 300. J'ai mal au classement. Donc il y avait Black Widow, Spider-Man, War Machine, Vision et Black Panther. Et en face, on a Scarlet Witch, Winter Soldier, Ant-Man, Hawkeye, Falcon. Ça fait pas mal de monde. on aurait pu mettre cette image là pour illustrer Le la... film, ceci dit, un très bon label. Là, ils étaient vraiment en forme. Rage d'or. Quelle est la composition du groupe de Stray Kids? Alors, Mineo, Charmin, Yujin, Han, Phoenix, Banchan, Zemlin et Ian. Ou Jobin, Taeyong, Youngmin, Hengyeon. Ou Jinsu. Merci d'avoir répondu avant que j'ai tout dire. Qui est-ce qui connaît ce groupe? Levez la main juste pour moi. Ah d'accord. Nous aussi, on Pour les connaît. femmes de K-pop. D'accord. Alors, j'avoue qu'encore une fois, quand j'ai écrit la question, j'ai pas pensé au fait que je devais la lire après. Mais donc, c'était la première proposition. Évidemment. Ceux qui Vous connaissez Soleil Nocturne ou pas? Qui est-ce qui connaît? Levez la main. Un peu moins. Ah, c'est parce qu'elle fait de la K-pop aussi. Ouais, alors Stray Kids, c'est quand même un groupe qui tourne pas mal. Qui d'ailleurs est passé en France il y a pas longtemps, il me semble. Ou passera, je ne sais plus. Alors, eh bien, Civil War est passé à la première place. Brian a perdu sa couronne. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Hein. Ça joue à 300 points. Et voilà, notre groupe des Stray Kids. Les beaux gosses. Putain, mais j'en ai jamais entendu parler, c'est une dinguerie. Tu connais un peu la Tu connais un peu la K-pop? Donc, BTS, moi je connais. BTS. Bon, ça, c'est jamais. Je pense qu'il y a assez peu de personnes qui connaissent le concept de la K-pop sans connaître BTS. Oui. BTS, il y a un groupe de films, je sais plus. Un autre groupe? Et encore, j'en ai pas entendu des Groupe BTS. de films, et je sais plus c'est quoi le nom. Ah oui.
Ouais, je vois pas le jour, Je sais pas du tout c'est quoi. J'ai les. Alors, dans les plus connus, il y a Blackpink, Blackpink, t'as dit? Blackpink, C'est ça, ouais. c'est les plus connus. Ok. Ça, j'ai déjà entendu. Allez, on va passer à la suivante. Quelle émission de télé française a déclenché la première vague de la Japanimation? Est-ce que c'est le Club Dorothée, les Minicums, Téléchat ou Téfou? Donc la première vague de l'animation. Là, si j'ai pas du 100% bonne réponse. Ah. Eh ben dis donc. Alors je pense qu'on a des personnes peut-être un peu jeunes qui n'ont pas connu le Club Dorothée et qui ont répondu T'es fou. C'est grâce à T'es fou. Ah, T'es fou, moi j'ai vu beaucoup de dessins animés grâce à T'es fou. Alors c'est toujours assez serré entre Sephiroth et Brian. On en est où pour vous? Oui, non, mais on les regarde. On l'a aussi, hein, on l'avait. 30e. 29e. Dans les 30e. On va voir qui est à la fin entre Sushi et Rémi et passe devant. Pour l'instant, c'est moi, mais ça va pas durer, on se talonne tous les deux là, depuis tout à l'heure. Il répond plus vite, il répond plus vite. Là, je suis en train de me planter sur la majeure partie des questions. Ah là là, on va voir pour la suite, on va voir si t'arrives à monter. Ça fait du bien de voir cette image. Elle est superbe cette image. Alors, question suivante. Dans Breaking Bad, qui a acheté la maison des parents de Jesse? Est-ce que c'est Hank Schrader? Est-ce que c'est Gustavo Fring? Jesse Pinkman lui-même ou Walter White? Qui est-ce qui a acheté la maison des parents de Jesse? Je crois que Sushi est assez sûr de sa réponse. Énorme fan de Breaking Bad. Je l'ai vu, mais j'ai plus souvenir de ça. Une série culte. Ah, bien joué. On a quand même une majorité de bonnes réponses. J'ai bien aimé cette série. Alors, Pirate passe de nom plus rapide sans doute. Sephiroth et Brian passent en 2e et 3e position, ça reste quand même. Ah, et puis il y a Cétacédi la Vallée. Eh ben j'espère. Si je passe en tête, tu devrais le dire à chaque fois. qui rentre dans le classement. Alors, voilà, c'est Jesse lui-même qui rachète la maison de ses parents. Cette scène est une satisfaction. C'est extraordinaire. On a tous rêvé de ce truc-là, c'est genre t'arrives, t'as la baraque de tes parents. Enfin, il y a un côté genre, ouais les gars, c'est bon, je suis rêvé. Et puis les parents qui disent, non mais attends, il y a le nouveau propriétaire. C'est moi. C'est ça. Ils l'ont toujours pris pour un raté, le mec il achète leur baraque, c'est beau quand même. Question suivante. Dans Malcolm, quelle couleur invente Reese? Est-ce que c'est le bleu jaune, le bleu rouge, le jaune rouge ou le jaune bleu? Quelle couleur invente-t-il en combinant deux couleurs? Le bleu jaune, le bleu rouge, le jaune rouge ou le jaune bleu? Vous l'avez? Sans mec. Alors là, quand même 30 personnes qui l'ont. Ah la vache. Ah là là. C'est le bleu jaune. Il y a 400 épisodes dans le truc. Alors, on a Pirate Sephiroth Brian toujours dans les premiers. Rataxis qui retrouve dans le classement. Le cordier. Alors, c'est pas le cordier, c'est le corde. C'est le corde, pas pareil, au canard physique. Mais franchement, c'est serré pour les 3 premiers. Et puis même 4e, 5e sont très serrés l'un avec l'autre. Et donc, il invente en combinant du bleu et du jaune le bleu jaune. Moi j'appelle ça du vert, mais après chacun. Exactement. Chacun son interprétation. Et on est encore avec une histoire de redoublage avec Reese. Parce que, à la base, la première voix n'était pas la même, et la deuxième, c'est Donald Renew qui l'a fait. Et qui a continué pendant toutes les saisons d'après. Je crois que c'est uniquement pour la saison 1. Alors je n'ai plus le nom du comédien par contre. Je sais plus non plus. Mais c'était un autre. Et Brice Sournac pour Melk. Alors, dans Aladdin, combien d'années le génie est-il resté enfermé dans la lampe? 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans ou 100 000 ans? Combien de temps est-il resté dans la lampe? Et on a quand même une bonne majorité. Aïe. Ah. C'est la chute? Aïe aïe aïe. Non, je suis toujours devant, mais on est vraiment pas grand chose là, je crois. Tu vas me doubler dans pas longtemps. Alors, Brian repasse en 2e position, Pirate garde sa première place. Il le dit, 10 millénaires, ça vous fait donc un torticolis. Richard Darbois, si je ne me trompe pas. C'est
ça, exactement. Le grand, l'unique, le seul. Ah oui, bah, c'est une des voix qui... Je pense que je fais partie de toutes ces personnes qui ont grandi avec cette voix. Ah ouais. Dans The Mask, quelle est la forme de la dernière sculpture du ballon du masque? Est-ce que la dernière forme est un chien, une girafe, un préservatif ou une sulfateuse? Je parviens de la dernière forme qu'il donne au ballon. Un chien, une girafe, un préservatif ou une sulfateuse? La majorité a la bonne réponse avec la sulfateuse. Et oui, d'abord il fait une girafe, puis il fout dans ses poches, sort un préservatif, fait le chien qu'il fallait tuer car il avait la rage, et finit avec la sulfateuse. Est-ce que ça change le classement? Ah, un petit peu. Brian repasse devant. Brian et Pirate, là c'est coude à coude. Sephiroth est vraiment pas loin non plus. Et c'est Mamster qui remplace Brigitte Lecorde. Et 6 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses. Vous êtes aussi dedans dans les 6 joueurs? Ouais, t'inquiète. Oui, bien sûr. Ouais. Mamster. Et moi, non? Oui. Donc la sulfateuse, le ballon qui se transforme en fusil, en mitraillette. Réponse multiple. Dans Star Wars, pourquoi le sabre de Mace Windu est-il violet? Il y a donc plusieurs réponses vraies. Samuel L. Jackson, l'acteur de Mace Windu, voulait un sabre violet. Le sabre devait être rouge, mais il y a une erreur de polymérimétrie. Le violet signifie un équilibre entre les côtés clairs et obscurs de la force, ou cela représente le fait qu'il est le plus fort des Jedi. Alors, est-ce que vous avez les deux bonnes Oui, réponses? moi j'ai les deux bonnes réponses et je suis très fier. Ça y est, quand je peux le faire, je le fais, je bombe le torse. Je suis content. Bon, après, la grande majorité l'avait aussi. Oui, mais bon. Et Les deux alcooliques, je ne sais pas. Moi j'avais mis rouge et vert. rouge et vert? Et moi j'ai mis jaune et bleu. Ah là là. Alors effectivement, de manière extra-dégétique, c'est juste l'acteur qui voulait être différencié puisqu'il avait peu de temps à l'écran. Et pour expliquer ça, on dit que Mace Windu contrôle un pouvoir particulier, maîtrise une force particulière, le parfait équilibre entre le côté clair et le côté obscur de la force. Celui que je fais dans Diaconite, il a un sabre jaune. Ah, encore une couleur différente, c'est la nouveauté. Oui. Je suis très content. Et il y a un sens caché derrière? Oui, il y a un sens, mais je ne sais plus c'est lequel. Oui, non, je suis pas non plus un fan hardcore de Star Wars, mais oui, il y a un sens. Alors, est-ce que ça a changé le classement? Oui, Pirate repasse en premier. Rataxes, qui avait disparu pendant longtemps, arrive en 3e. Sephiroth redescend en 4e position et Mamster reste en 5e. Les beaux gosses. Salut, c'est Retry. Et donc, Samuel L. Jackson voulait un sabre violet pour se distinguer. Et en plus, ils ont donné un sens à tout ça. Alors, Lucifer. Quel est le premier métier de Chloé Decker dans la série Lucifer? Est-ce qu'elle était actrice, agent de police, babysitter ou serveuse? Quel est son premier métier? Elle était actrice. Ah, ça a partagé, ça a partagé. Alors oui, dans la série, elle est agent de police, mais avant d'être agent de police, elle a été actrice quand elle était encore toute jeune. Dans un film qui s'appelait October High School. Et disons qu'elle était pas très habillée. Alors c'était pas un film hot, hein, c'était un petit movie où elle est sans t-shirt et sans soutien-gorge. Et on a l'acteur de Lucifer qui s'amuse à vanner l'actrice avec son magnifique t-shirt fait maison. Dans Charm, quel est le nom de la boîte de nuit de Piper? Est-ce que c'est le Fiesta, le Honeyboys Club, le P3 ou le Witch's Night? Pourtant, je suis un grand fan, hein, mais là, je t'avoue, je ne l'ai pas. Oh, pourtant, c'est pas ça. Franchement, là, je ne l'ai pas du tout, j'ai pas suivi ça. Allez, ça a partagé, ça a partagé. Alors, tu peux parler dans le micro ou pas longtemps? Ouais, non, je mets une réponse et à chaque fois je dis, je suis sûr c'est pas ça, c'est l'autre et c'est ça à chaque fois. Bon, en réalité, je suis premier dans le classement, mais on ne sait pas encore. Piper, Phoebe, Plum, elles commencent toutes par un P. Et même quand Plum meurt et que c'est Paige
de qui la remplace, ça commence toujours par un P. Toutes les sœurs sont donc les P3, et c'est en cet hommage qu'il fait le club. Alors, est-ce que ça change de classement? Oh, ça change pas mal. Brian passe en premier, Pirate derrière, Attack cesse après, Eve en quatrième. Eve, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Et puis Sephiroth, c'est dégringole en cinquième. Vous en êtes où, vous, du classement? Ouais. Oui. Donc le P3, la référence aux initiales. Dans Asbin Hotel, depuis combien de temps Lilith a-t-elle disparu? J'avais dit que j'étais fan. 7 ans, 12 ans, 17 ans, 22 ans. Franchement, c'est pifomètre. Pas vu. Pareil. Pas vu, juste c'est la boss. Ouais, pourtant les deux sont ressemblés, les deux univers. Ah oui. Elle a disparu pendant 7 ans. Pour une réponse au pif, c'est pas. Eh bah, visiblement, vous n'êtes pas les seuls à pas avoir vu, ou tout du moins à pas avoir retenu, parce qu'il n'y a que 6 personnes qui ont la bonne réponse. Qu'est-ce qu'aime bien cette œuvre? Évidemment. Ouais, quand même. Asbin Hotel et le Vamos. Qu'est-ce qui connaît l'œuvre et ne l'a pas aimée? Ah, il y en a Deux quelques-uns personnes. qui l'ont pas aimée. 3 personnes. Ah là là. Attention à la sortie de Très bien, on va récupérer vos tickets d'entrée. Les premières personnes qui ont levé la main, on va la réponse au deuxième. Quelle est la couleur de la chemise du joueur de grenier dans les épisodes hors série? Eh oui, question YouTube. Est-ce que sa chemise dans les hors série, elle est bleue, jaune, orange ou verte? Énorme fan zone. Oh, mais c'est pas ça, non. J'ai commencé à regarder JDG, il venait de sortir Tintin au Tibet. Ah la vache. C'est la deuxième ou troisième vidéo. Par contre, c'est très triste d'avoir fait bleu en rouge. Mais exactement, les couleurs. Non, mais c'est vrai, j'ai mis bleu, alors que c'était jeu qui avait marqué parce que je pensais que je refais. Non, mais c'est grave. Non, je ne suis pas laissé avoir, mais c'est très. Franchement, je connais bien. Alors, la chaque fois se passe en deuxième, c'est Oh, dans le le classement. piège. Vous avez vu le cerveau, c'est Ah, dingue. j'ai pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette particularité des couleurs. Donc effectivement, dans les hors-séries, sa chemise est en bleu, alors que quand il est avec les mauvais jeux, sa chemise habituelle est jaune. Pour les bons jeux et les papiers greniers, c'est en orange. Dans Zelda Breath of the Wild, quel animal est la créature divine de Nifa? La Zora, donc. Est-ce que son animal, sa créature divine, c'est un aigle, chameau, éléphant ou salamandre? Pas joué. Qu'est-ce qui a joué? J'ai pas de Switch. Alors, notre Zora, est-ce Vous que l'avez un tous, aigle, un chameau, un éléphant ou une salamandre? Alors, cette question que vous auriez pu deviner peut-être par déduction, puisqu'elle est un Zora, donc peut-être le loup. D'accord. Oui. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Ça tombe sous le sens. Alors, en l'occurrence, on Franchement. a les 4 bêtes divines, les aigles avec les piafs, donc qui volent, le chameau pour les Gerudo qui vivent dans le désert, et la salamandre pour les Gorons qui vivent dans un très très proche d'un volcan. C'est évident. Alors, est-ce qu'il y en a qui chutent ou qui montent? Pirate et Sephiroth remontent juste derrière Brian. Et le classement est très très serré. Hein. Et c'est donc Varuta l'éléphant. Quelle est l'œuvre la plus connue de H.P. Lovecraft? L'appel de Cthulhu, Dune, Entretien avec un vampire ou le portrait de Dorian Gray? Ouais, une nanoseconde pour la réponse. Et je suis fier. Alors, quelle est l'œuvre la plus connue de Lovecraft? Et il y en a quand même une grande majorité qui ont la bonne réponse. Alors, je précise que Entretien avec un vampire, c'est une femme, Anne Rice, qui l'a écrit. Le portrait de Dorian Gray, c'est Oscar Wilde. Et Dune, j'ai pas retenu parce que c'est pas un mot forcément très très connu. Non, mais pour les fans de Lovecraft, c'est vrai que Dune, c'est cool parce qu'en plus, il est sorti au cinéma il y a pas longtemps. Les fans de Lovecraft, c'est cool. Non, ça n'a aucun rapport. Les deux n'ont aucun rapport. Et ça n'a rien changé au classement. Rien du tout. Rien du tout. L'appel de Cthulhu. Qui a été adapté en manga d'ailleurs, qui est vachement bien. Ah oui. Que je Eh ben. recommande. Que je recommande. Alors, on continue. Dans Code Lyoko, quelle phrase Jérémy dit-il avant d'appuyer sur la touche entrée à la fin de chaque épisode? Est-ce qu'il dit au revoir Xana, Code Lyoko, matérialisation ou retour vers le passé? Code Lyoko, Chante, s'il te plaît, chante-nous. on ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance. Tout est facile.
vers le passé. Attends, il flex et il n'a pas la bonne réponse. Alors non, il y avait bien marqué à la fin de l'épisode. Et matérialisation, il appuie sur espace et non pas sur entrée. Ouais, je t'avoue que c'est pas hier que je l'ai vu. Hein, mais... Et donc à la fin, pour retourner dans le passé, il appuie sur entrée. Ce que l'informatique ne permet toujours pas de faire d'ailleurs. Quelle est la particularité du costume de Batman du Batman de George Clooney? Est-ce qu'il n'a pas de masque? Est-ce que ses tétons sont apparents? Est-ce qu'il est en rose ou est-ce que son logo est rouge? Le Batman de George Clooney, est-ce qu'il n'a pas de masque? Est-ce qu'il a les tétons apparents? Est-ce qu'il est rose ou est-ce que son logo est rouge? Et quel costume, bon sang, quel costume. Et quel film? Les tétons sont apparents. Je comprends pas la démarche. Je comprends pas du tout. C'est un choix artistique. Sachant qu'il change plusieurs fois de costume en plus, et qu'à chaque fois il y a les tétons apparents. Ah, mais ce film, franchement, c'était compliqué. Et ils ont réussi à bien négocier leur carrière. Oui, non, mais là, ça aurait pu être vraiment une. Après, c'est aussi dans ce Batman qu'il y a la carte de crédit quand même. Hein. Pardon, mais on demande à Batman de payer, il sort la carte de crédit, c'est énorme. Alors, le classement final, et je vais inviter les 3 personnes qui sont là dans notre podium à venir me rejoindre sur scène parce que j'ai un petit cadeau à leur offrir. Ah. Sephiroth, Brian et Ratax, bravo, on les applaudit bien. Brian, Chèque de 11 000 €. Alors non, il n'y a pas de budget. On va partager, d'accord? Alors donc en 3e position, Rataxes. Bravo. Alors c'est un petit coupon hop, à dépenser au niveau du stand de l'association Japan Châteauroux. Il y a pas mal de produits d'occasion ou encore des produits dérivés. Alors Joanne a déjà le tote bag, tu as peut-être déjà le mug. Et de toute façon, tu n'auras peut-être pas assez avec le coupon que tu gagnes en 3e place, mais ça te permettra peut-être de te faire un petit peu plaisir. Voilà, félicitations à Bravo. Je t'en veux, mais bravo. Ensuite, on a Sephiroth. Sephiroth, bravo. Personnage de Final Fantasy VII, on le souligne. On adore. Bon, ben Oh, voilà. génial, super. Magnifique. Et enfin, un tonnerre d'applaudissements pour Brian, avec quand même, on remarquera que c'est très serré au niveau du nombre de bonnes réponses. Hein. Et donc Brian, un petit moment. Oui, malgré tout, là, on a du 22 sur 32, 23 sur 32, 24 sur 32. On est quand même à une grosse majorité de bonnes réponses. Et vous, votre score, les gars? Ah, mais moi j'étais 4e, tout le monde le sait. Alors moi, c'est pas une blague, en plus ils sont témoins, l'appli a frisé, ça met pas le nombre de points. C'est vrai. Ouais, non, Il y avait marqué pointe. Pointe, mais pas de chiffre. On te croit. Je dirais que c'est 14 000 à peu près. Alors voici le résultat final. On a quand même 45% de bonnes réponses. Et la question la plus difficile était la numéro 8. Eh oui, c'est Aspiratel. Alors, on avait quand même quelques questions difficiles avec du 10% de bonnes réponses. Là, je pense que 13%. c'est vraiment lié aux licences, hein, je pense. Ceux qui n'ont pas vu Aspiratel ou Dr. Who peuvent pas répondre. Et oui, ah bah, c'est sûr. Mais en même temps, c'était valable pour beaucoup de questions. En tout cas, j'ai l'impression que vous, ça vous a plu. J'espère que le public aussi. Et on va faire une courte pause. Et d'ici quelques minutes, alors je pense qu'on est en retard sur le timing, me connaissant. Mais donc, à 14h commencera le concert de Dyotaku. Donc, venez les voir, c'est super ce qu'ils font, du piano, du violon et de la voix, c'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à venir les voir, ça commencera, alors peut-être un petit peu après 14h, parce que là, nous, on termine un peu en retard, ou un peu en avance. 13h30. Oh, mais non, je suis en avance, c'est l'inverse. Je suis en avance. C'est la première fois que ça arrive. Et bien, donc, à 14h, le concert Dyotaku. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.